Cheval de mademoiselle Gallet, puis le tirant après moi, je traversai le ruisseau, et l'autre cheval suivit sans difficulté. Cela fait, je voulus saluer ces demoiselles et m'en aller comme un bonnet. Elles se dirent quelques mots tout bas. Puis, mademoiselle de Graffenried s'adressant à moi. Non pas, faut vous êtes mouillé pour notre service. Nous devons en conscience avoir soin de vous sécher. Il vous faut, s'il vous plaît, venir avec nous. Nous vous arrêtons, prisonniers. Le cœur me battait. Je regardais mademoiselle Gallet. Oui, prisonniers de guerre. Allez, montez en croupe derrière elle. Nous voulons rendre compte de vous. Mademoiselle, je n'ai pas l'honneur d'être connu de madame votre mère. Que dira-t-elle en me voyant arriver? Sa mère n'est pas là. Nous sommes seuls. Nous revenons ce soir. Et vous reviendrez avec nous. L'effet de l'électricité n'est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. En m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried, je tremblais de joie. Et quand il fallut la serrer pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut. Elle me dit que le sien lui battait aussi par la frayeur de tomber. C'était presque dans ma posture une invitation à vérifier la chose. Mais je n'osais jamais. Et durant tout le voyage, mes bras lui servirent de ceinture très serrée à la vérité, mais sans se déplacer. Un moment. Arrivés à Thun, et moi bien séché, il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner. Il y avait de quoi en faire un très bon, surtout en friandises. Nous dînâmes, les deux amies assis sur un banc et leur hôte, entre elles, sur une escabelle. Après le dîner, nous allâmes achever notre dessert avec des cerises. Je montais dans l'arbre et leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, mademoiselle Gallet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je les jetterais ainsi de bon cœur. Une autre fois, toujours avec mademoiselle Gallet, nous étions tous deux seuls. Je respirais avec embarras. Elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement, en me regardant d'un air qui ne me parut point irrité. Son ami entra
et me parut laide à ce moment. La journée se passa de la sorte, affolâtrée avec la plus grande liberté. Nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, elles se souvinrent qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour rentrer en ville. En marchant, nous disions que la journée avait tort de finir, mais loin de nous plaindre qu'elle était courte, nous trouvâmes que nous avions eu le secret de la faire longue. Je l'ai quittée à peu près au même endroit où elle m'avait pris. Avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Je ne sais pas trop ce que je voulais à ces deux jeunes personnes, mais il me semblait, en les quittant, que je ne pourrais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie et que là finiraient nos éphémères amours. Venture, qui s'était couché fort tard la veille, rentra peu de temps après moi. Pour cette fois, je ne le vis pas avec le même plaisir qu'à l'ordinaire. Cependant, il me rappela à lui et à moi, en me parlant de ma situation. Elle était trop critique pour pouvoir durer. Eh oui. Quoique je dépensasse peu de choses, mon petit pécule achevait de s'épuiser. J'étais sans ressources. Point de nouvelles de Madame de Warens. Je ne savais que devenir. Et je sentais un cruel tourment de voir l'ami de Mademoiselle Gallet réduite à l'aumône. Madame de Warens avait laissé sa femme de chambre dont j'ai parlé, Mademoiselle Merceret. Je la trouvais occupant encore l'appartement de sa maîtresse. C'était une fille un peu plus âgée que moi. Non pas jolie, mais agréable. J'allais souvent la voir. Elle avait plusieurs amis, dont une Mademoiselle Giraud qui s'avisa de prendre goût pour moi. Quand cette Mademoiselle Giraud approchait de mon visage, son museau sec et noir, barbouillé de tabac d'Espagne, j'avais peine à m'abstenir d'y cracher. Mais je prenais patience, parce que j'aimais assez Mademoiselle Merceret et qu'il y avait là plusieurs autres jeunes personnes que je voyais volontiers. Ah, je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles. Et toutes me fêtaient à l'envi. Il y avait quelque temps déjà que Mademoiselle Merceret, n'ayant aucune nouvelle de sa maîtresse, Madame de Warens, songeait à s'en retourner chez elle, enfin chez son père, à Fribourg. Elle s'y détermina tout à fait. Elle fit plus. Elle fit entendre qu'il serait bon que quelqu'un la conduisît.
Mademoiselle Giraud me proposa. Sans doute voulait-elle m'éloigner de mademoiselle Gallet, car elle avait eu connaissance de notre après-midi aux cerises. Mais comme sur le moment je ne trouvais rien qui me déplût dans cette manière de disposer de moi, j'y consentis. Il fallut avouer l'état de mes finances. On y pourvut. Mademoiselle Merceret se chargea de me défrayer. Et pour gagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, il fut décidé que nous irions à pied, à petite, à grande journée. Ainsi fut fait. Ah, je suis bien fâché de faire tant de filles amoureuses de moi. Mademoiselle Merceret imitait mes tons, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi des attentions que j'aurais dû avoir pour elle. Et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre. Identité qui se borne rarement là dans un voyage entre une fille et un garçon de nos âges. Elle s'y borna pourtant cette fois. Et si en me défrayant, mademoiselle Merceret comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe. Il ne me vint pas, durant tout le voyage, la moindre tentation galante. Et quand elle me serait venue, j'étais trop sot pour savoir comment en profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. Je fis seul, et par de longues promenades, le voyage de retour. En approchant de Lausanne, je rêvais à ma détresse et au moyen de m'en tirer sans aller montrer ma misère. Je me comparais dans ce pèlerinage à mon ami Venture arrivant à Annecy, sans songer que je n'avais ni sa gentillesse, ni ses talents. Je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique, que je ne connaissais pas, et de me dire de Paris, où je n'avais jamais été. On m'enseigna un nommé Perrotet, qui tenait des pensionnaires. Ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand j'en aurais gagné. Ah, j'ai déjà noté des moments de délires inconcevables où je n'étais plus moi-même. Ah, en voici encore un dernier. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point j'étais, pour ainsi dire, venturisé. Me voilà, maître à chanter sans savoir déchiffrer un nom. Je crus devoir changer de nom. Je m'approchais de mon grand modèle autant qu'il était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve. Je m'appelais Vaussort de Villeneuve. Je me donnais pour compositeur. Ce n'est pas tout. Ayant été présenté à un professeur en droit
qui aimait la musique et faisait chez lui de petits concerts, je voulus lui donner, pour gagner quelque argent, un échantillon de mes talents. Je me mis en tête de composer une pièce pour son concert, aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. Ah, j'ai eu la constance de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre honnête, d'en tirer les parties, de le distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Ce n'est pas tout. Pour couronner cette sublime production, je mis à la fin une jolie mélodie qui courait les rues et que tout le monde connaissait. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras. Et je la donnais pour être de moi, aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. Oui, je la donnais pour être de moi, aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. Ce n'est pas tout. Voilà, 15 jours passent, on s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, le renvoi des parties. Ah, j'étais fort affairé. On s'accorde pendant 5 à 6 minutes. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral. On fait silence. Je me mets gravement à battre la mesure. On commence. Non. Depuis qu'il existe des opéras français, de la vie on ouït un semblable charivari. Quoi qu'on eût pu penser de mon prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire, les auditeurs auraient bien voulu fermer les oreilles, et ils ouvraient de grands yeux. Oh, il n'y avait pas moyen, mes bourreaux de symphonistes raclaient à percer les tympans. J'eus la constance de mener mon train toujours, n'osant m'enfuir, et tout planté là. J'entendais autour de moi des assistants se dire: il n'y a rien là de supportable! Quelle musique enragée! Quel diable de sabbat! Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur, ce fut la mélodie. À peine en eut-on joué quelques mesures, pour une amourette qui passait par là, que j'entendis partir de toutes parts des éclats de rire. Pour une amourette qui se posait là, on m'assurait que cette mélodie ferait parler de moi et que je méritais, pour une amourette qui se passait par là, d'être chantée partout. Pour une amourette, la 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 la. Je n'ai pas besoin de dépeindre mon angoisse, ni d'avouer que je la méritais bien. Pauvre Jean-Jacques, en ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprise et des applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à mi-voix: quel son charmant, quelle musique enchanteresse. Tous ces chants-là vont au cœur. Déjà, de mon 7e lustre, je vois le terme s'avancer.
Déjà la jeunesse et son lustre, chez moi, commencent à s'effacer. La triste et sévère sagesse fera bientôt fuir les amours. Alors la pesante vieillesse fera fuir les amours. Alors les ennuis de la vie chassant l'aimable volupté. On verra ma philosophie naître de la nécessité. On me verra par jalousie prêcher mes caduques vertus, et souvent blâmer par envie les plaisirs que je n'aurai plus. Mais malgré les glaces de l'âge, raison malgré ton vain effort, le sage a souvent fait naufrage quand il croyait toucher au port. Ô sagesse, aimable chimère, douce illusion de nos cœurs, c'est tout ton divin caractère que nous encensons nos erreurs. Ô sagesse, aimable chimère, douce illusion de nos cœurs, c'est sous ton divin caractère que nous encensons nos erreurs. On me verra, par jalousie, prêcher mes caduques vertus, et souvent blâmer par envie les plaisirs que je n'aurai plus. Bravo!